Good. Merci, Danny, beaucoup d'être présent avec moi, en fait, aujourd'hui. Je le dis avec nous, là, mais d'être présent avec moi aujourd'hui dans le cadre du blog, en fait, du magazine transferentreprise.pro. L'objectif aujourd'hui de la rencontre, en fait, puis je veux dire entrevue, là, même si j'aime pas trop le mot entrevue, c'est plus rencontre enregistrée, puis c'est de créer une certaine valeur pour les lecteurs, et les gens qui vont regarder la vidéo. Pour comprendre un peu ton parcours que tu as eu dans les dernières années en tant qu'entrepreneur, de création, de vente d'entreprise, puis où tu es maintenant comme expert en financement d'entreprise. Oui, j'ai une série de questions à te poser aujourd'hui, mais tu sais, puis je te l'ai dit, hein, je veux que ce soit une conversation qui est naturelle, voilà, qui est un échange en fait à valeur ajoutée là, pour les lecteurs et les auditeurs à travers ça. Je vais commencer, Dany, par te laisser te présenter ton parcours, présenter qui tu es. On a discuté que tu avais créé et vendu 3 entreprises, etc. Fait que de commencer vers le début, en fait, puis jusqu'à où on est aujourd'hui, maintenant, en tant qu'expert en financement, entre autres. Fait que je te laisse aller. Good, ben merci beaucoup. Puis mon parcours entrepreneurial, il a commencé avec un de mes clients. J'avais il y a quelques années, j'étais presque 20 ans dans les services financiers. J'avais mon cabinet de planification financière. J'avais plusieurs clients, mais surtout vers la fin, je me spécialisais en planification financière d'entreprise. J'avais un client avec qui j'avais des affinités, puis on s'était toujours dit qu'on ferait quelque chose ensemble à un moment donné. Puis des recherches, puis tout ça, puis pour trouver une entreprise qui pourrait être intéressante à développer. Fait que, il y a eu un timing à un moment donné qui est arrivé où lui a vendu son entreprise pour laquelle j'étais impliqué, puis c'était mon client à ce moment-là. Puis dans le fond, on a développé une entreprise de PVC manufacturier, de PVC, change d'usage. Donc, dans le fond, les entreprises de PVC au Québec, les Technopieux, Vistec, il y en a d'autres. C'est tout sur le modèle de fabricants et franchiseurs. Donc, avec des franchisés, des réseaux de franchises qui installent puis qui achètent, dans le fond, le matériel produit par l'usine. Fait qu'on a parti une entreprise qui s'appelle Goliath Tech. Puis on a développé le Canada, les États-Unis, puis éventuellement l'Europe, l'Angleterre, tout ça. Fait que ça a été la première vraiment expérience, je dirais, plus entrepreneuriale, où je portais je te dirais, de l'industrie des services, là. On allait plus dans le manufacturing, distribution, etc. C'est devenu quand même une entreprise internationale, de ce que je comprends. Vous vendiez vraiment, vous exportiez vos produits, finalement. Oui. Génial. Goliath Tech, en 18 mois, on avait développé un réseau de 21 franchises, les 21 premières franchises, qui ont été surtout aux États-Unis au début, et éventuellement le Québec, il y a une trentaine de franchisés. Puis, moi, j'ai gardé cette entreprise-là quelques années, puis éventuellement, il y avait besoin de plus de capitaux. Moi, j'avais été très chanceux parce que mon partenaire dans ce start-up-là, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de moyens financiers. C'est une famille qui était riche. J'ai eu un start-up de luxe où j'ai pas vécu le même stress que souvent quand on part d'une entreprise. J'avais un bon salaire. Puis mais à un moment donné, j'avais j'avais une bonne part des actions, puis ça faisait plus de sens de laisser ma place à quelqu'un qui venait matcher l'apport financier. Même s'il n'y avait pas d'obligation. J'ai resté un petit peu dans l'entreprise après pour la transition, mais fait que j'ai vendu cette première entreprise-là. Cette fois-là, ça c'était ça s'appelle une vente à l'interne, c'est beaucoup plus facile. Il n'y a pas de due diligence. Ça se fait rapidement, on s'est bien entendu. Puis en bon terme. C'est quand même un deuil, c'est de laisser installer le projet et tout ça, mais ça a été pour moi des moyens d'avoir un nouveau départ. Après ça, j'ai été peut-être un 6 mois où j'avais rien. Puis je pensais que l'argent rendait heureux, mais c'est les projets qui rendent heureux. C'est vraiment quand on a un défi ou un projet qui nous anime que là, je trouve que là, ça donnait de la drive un peu plus, c'est ça. C'est ce qui te donnait de la drive au quotidien. Exact. Alors, je cherchais à apprendre à faire de l'importation. J'ai trouvé une petite entreprise qui
qui était spécialisé en importation et distribution de quincaillerie pour les fabricants d'armoires de cuisine et de meubles. Il y avait un petit portefeuille de 7 clients manufacturiers. Donc, je me suis occupé principalement du développement dans cette entreprise-là, du marketing et des finances. Mais pas de l'administration, l'importation, la gestion de l'inventaire. Ça, c'était mon partner. Et dans le fond, quand j'ai ouvert cette entreprise-là, j'ai acheté 50% de l'entreprise. Puis la personne, mon associé, c'était le seul actionnaire à ce moment-là. Ouais. Il gérait ça un petit peu plus comme un travailleur autonome, c'est temps que j'arrive. On a développé un réseau, un nombre de clients, une soixantaine de clients en 24 mois, de manufacturiers. Wow. Ça a vraiment fait un boom. Puis c'était quand même une entreprise qui était pas facile à rentabiliser. Le cash flow était difficile par rapport à l'importation, les termes qu'on devait donner à nos clients, puis tout ça. Fait que la seule façon, c'était de rationaliser un petit peu puis d'utiliser la technologie pour réduire le nombre d'employés puis les dépenses, dans le fond. Améliorer les termes de paiement avec les fournisseurs. Fait, cette entreprise-là, je l'ai eu seulement 2 ans. J'ai vendu. Puis je venais juste de signer, pendant que j'étais dans cette entreprise-là, avec un nouveau fournisseur qui était spécialisé dans la quincaillerie de fenêtres. Encore là, ça a été une belle séparation parce qu'on avait un distributeur qui voulait devenir actionnaire de la compagnie. Fait que j'ai laissé ma place. Puis dans tous les cas, j'ai encore des relations d'affaires, puis même si c'est des clients, dans certains cas, c'est ces anciens partenaires-là. Puis je suis parti avec le contrat que j'ai racheté, le contrat manufacturier de quincaillerie de fenêtres. Lui, il était basé en Ontario. Il vendait sous sa marque privée, mais il y avait également son usine en Chine. Et c'est un Chinois qui vivait depuis 25 ans au Canada, qui avait même plus sa citoyenneté chinoise. C'est une belle entreprise à développer. Il n'y avait aucun client au Québec. Il avait essayé de rentrer quelques fois dans l'Est du Canada. Donc, j'ai réussi, dans le fond, à négocier avec lui une entente d'exclusivité qui me permettait d'avoir de lui exclusivement... en fait, il y a seulement moi qui peux revendre ses produits au Québec et puis au Nouveau-Brunswick. Puis, mais c'était puis en même temps, moi, je devais acheter seulement les produits qu'il fait produire, je les achetais de lui. Donc, c'était bidirectionnel. Mais ça a été vraiment une belle aventure parce qu'on a développé, on a grandi ensemble. Eux vendaient sur leur marque privée en Ontario. Il y avait une garantie de qualité parce qu'ils servaient aussi le client final. Donc, il y avait un problème avec le produit. Ils vivaient aussi avec leur client en Ontario. Et ça a été une belle aventure. On a développé ça pendant 6 ans et demi. On est parti de zéro à presque 25% du marché au Québec. Wow. Et un petit pourcentage au Nouveau-Brunswick. On avait quelques clients en Ontario aussi qu'eux, ils voulaient pas servir parce qu'ils étaient proches des lignes du Québec. Je peux comprendre. C'est ça. Puis j'ai finalement, quand on est arrivé à un certain niveau, on a vendu l'entreprise. Et c'est surtout parce qu'on avait un seul fournisseur. Puis ça avait été une entreprise un petit peu... on avait un gros risque de fournisseur parce que ça dépendait d'une seule usine, une seule personne qui pouvait avoir un problème de santé, qui pouvait avoir un problème légal, un problème des changements au niveau des frais de douane, etc. Clairement que le risque était quand même élevé pour vous à avoir cette entreprise-là. C'était pas nécessairement diversifié en termes de clientèle. C'est ça, la clientèle était bien, mais c'était vraiment le fournisseur, le seul fournisseur, avec la contrainte qu'on ne pouvait pas aller chercher un deuxième, troisième, quatrième fournisseur parce qu'on était liés par l'entente. Fait qu'on a vendu cette entreprise-là à une autre entreprise de distribution qui, elle, avait déjà beaucoup d'autres fournisseurs dans d'autres canaux. Je comprends. Pour eux, c'est vraiment un risque qui était mitigé. Ça, fait que après ça, là, maintenant, je fais du financement commercial parce que j'ai passé à travers beaucoup de financements avec les 3 entreprises, pas toujours dans des contextes optimaux non plus. Quand on a besoin de financement, on est mieux de le savoir d'avance.
Oui, de savoir je suis d'accord. quand les choses vont vraiment mal. Oui. Je pense que c'est ce qui avait fait notre force là, dans les trois entreprises. On avait des modèles financiers qui étaient quand même élaborés, puis on Mhm. suivait, puis on s'assurait de voir les besoins d'avance. Ben oui, C'est pas c'est mal ça. rendu. Je pense que c'est des questions pour moi. Ben, j'en ai plein, en fait, mais pour le parcours, ça, c'est super intéressant. Puis peut-être décrire aussi plus ton quotidien maintenant, tu sais, parce que tu dis que tu fonctionnes par projet, puis c'est ça qui te drive, si on veut, tu dis mettre de l'essence, mettre du gaz dans le réservoir. Mais là, toi, là, tu fais actuellement du financement pour des gens qui veulent acheter des entreprises, qui veulent se financer pour des projets X, Y, Z. Peut-être me décrire un petit peu plus Mhm, le quotidien. Puis après, je mhm. rentrerai dans mes questions au niveau de tes achats, en fait, de OK. tes ventes et achats d'entreprise. OK. Quand j'ai vendu, je cherchais justement qu'est-ce que je pourrais faire qui me permettrait justement d'ouvrir un petit peu le robinet, le Ouais. fermer, essayer de garder une qualité de vie, parce qu'à un moment donné, tu t'aperçois quand tu vends que tu as du temps que tu n'avais jamais eu Ouais. pendant plusieurs années, puis là, ça Mhm. devient précieux. Puis à un moment donné, tu t'aperçois que si tu n'appliques pas ton temps dans quelque chose qui te nourrit, ben là, c'est comme si tu perdais ton temps aussi. 100%, ouais. Euh, fait- fait- Naturellement, il y avait des téléphones, il y avait des gens qui m'appelaient pour que je fasse des analyses financières, soit pour de l'investissement dans des mobiliers, ou qui m'appelaient pour des projets d'entreprise, des achats. Ouais. Et faisant un petit peu de consultation pro bono, là, puis Mhm. j'ai décidé à un moment donné d'officialiser ça, puis de je trouvais que c'était une bonne idée parce que ça semblait être naturel. Ben oui. La confiance des gens semblait être là. Fait que j'ai fait tous les cours de l'autorité des marchés financiers, Ouais. incluant le cours de dirigeant responsable pour avoir mon propre cabinet. Et qui à concert, c'est trois créneaux très distincts. C'est du multilogement Ouais. usagé, dans lequel il y a des achats, de la rénovation, puis des projets d'optimisation. OK. On fait de la construction neuve aussi. On accompagne de A à Z des promoteurs ou des contracteurs qui développent des projets de construction neuve. Ouais. Et on finance aussi des entreprises opérantes, des entreprises qui soient basées sur le cash flow, soit basées Ouais. sur des actifs cash flow. Tout ça. Fait que dans les trois cas, l'entreprise que j'ai fondée, MTO Capital, a des experts, des gens qui vont prendre le dossier du moment qu'on s'est entendu sur la stratégie jusqu'au déboursé ou au notaire. Fait que c'est pas mal ça. On a des passionnés dans chacun. Moi, normalement, je fais les analyses préliminaires. Ouais. Après ça, on cogite en équipe. Est-ce qu'on a la bonne solution? Est-ce qu'on a des banquiers qui sont ouverts ou Mhm. il y a différents types de prêteurs, des prêteurs avec toutes les couleurs qu'on connaît, Ouais. les rouges, les verts, les jaunes, les Exact. bleus. Exact. Euh, puis ensuite, il y a des prêteurs alternatifs, il y a des prêteurs institutionnels, il y a des prêteurs privés, il y a des possibilités de faire des montages avec des mix d'une banque à chat Ouais. et faire ce qu'on appelle un prêt mezzanine ou Ouais. pour diminuer les mises de fonds. Fait, dans le fond, ce qu'on fait actuellement, c'est peu importe le projet de financement, quand il est commercial, donc on parle de 5 logements et plus, ou Ouais. une compagnie opérante, on peut accompagner le client. On OK. accompagne le client. Génial. Ouais. Vraiment, la grosse différence, c'est que nous, on a un dossier. Le client fait affaire avec nous. On monte le dossier, on monte la stratégie et de façon simultanée, il est présenté Je comprends. toutes les banques. Puis souvent, ce qui arrive, c'est qu'il y a un directeur de compte qui peut refuser. Ouais. Puis des fois, on termine avec la même banque, avec un autre directeur de compte dans Qui lui une a autre accepté. Ouais. région. Et eux ont accepté pour différentes raisons parce que Ouais. la publicité n'est pas égale dans toutes les régions pour les différents projets. Fait que nous, D'accord. on permet de magasiner at large au Québec pour nos clients. Ouais, qui a une très, très grande plus-value pour n'importe qui recherche du financement spécialisé, clairement. Vraiment. C'est Et super intéressant. Vas-y. ouais, une fois que le dossier, on l'emmène, une fois qu'on a l'information du client, ben, à chaque renouvellement, à chaque fois qu'il y a des nouveaux besoins, le client ne part pas à zéro, là. On fait juste mettre à jour, on est Ouais. prêt. Dans l'opérationnel, plus particulièrement, Ouais. qui devrait plus interpeller la clientèle qui écoute les vidéos, on bâtit le plan d'affaires.
Ouais. Donc, on a un service de consultation financement. Donc, on bâtit vraiment tout le business case. Ouais. On va bâtir l'argumentaire pour le directeur de compte de la banque qui puisse présenter son crédit. C'est très, très complet. Puis, ça permet, dans le fond, de présenter le dossier sur son meilleur angle, mitiger les risques et augmenter la probabilité d'avoir des bonnes conditions. Ben, clairement, on peut juste faire une bonne impression, une bonne première impression une fois, finalement. Fait que oui, clairement, Exact. Ben, puis oui, je vois clairement la très grande valeur ajoutée pour n'importe qui a besoin d'accompagnement ou de financement, en fait, qui recherche un accompagnement. Clairement que ça prend, j'ai envie de dire un accompagnement en amont, mais un accompagnement stratégique sur le long terme aussi. C'est rare que c'est juste un one-shot deal, souvent. Bon, peut-être que dans certains cas, oui. Mais je pense qu'effectivement, cet accompagnement-là, dans le temps, est stratégique et hyper pertinent. Danny, je te ramène à la vente puis à l'achat des 3 premières entreprises, parce que bon, celle que tu as actuellement, je vois que tu as en plein contrôle et ça avance au niveau de la gestion du financement. Peut-être un peu par scénario répondre à la question, mais ça a été quoi c'était quoi l'élément déclencheur? En fait, qu'est-ce qui te fait penser à OK, là, c'est le temps de vendre, c'est le temps que je laisse ma place. C'est-tu comme un événement qui est arrivé? C'est-tu quelque chose, un événement XYZ qui a comme accéléré? Est-ce que c'est une réflexion qui est graduelle dans le temps? Comment ça s'est passé pour toi, dans ta tête? En fait, amène-nous dans ta tête. Dans le fond, quand on décide de vendre une entreprise, il y a plusieurs raisons. Il y a des... ça peut être parce qu'on atteint le potentiel. On pense que l'entreprise, on a tiré la majorité du mieux. Puis, habituellement, il faut... Si c'est ça la raison, il ne faut pas se prendre à 100% non plus parce que c'est difficile de vendre une entreprise qui périclite. Ouais. Mais quand on a tapé le point d'inflexion, puis on est à 80% du potentiel, c'est un beau moment. Ouais. Ça n'a pas été la raison pour Goliathek, ni Saka, ni Kit Hardware. L'autre raison, c'est est-ce que ça peut changer ma vie aussi? Si ça change ta vie substantiellement, puis après ça, tu as d'autres moyens, puis tu peux embarquer sur une nouvelle marche, puis tu trouves un monde de possibilités. Ouais. Que tu accélères, ça peut être une bonne raison. Ben, dans le cas de Goliathek, il y avait un mix de ça. J'aurais pu rester avec un peu moins d'action, de faire un réaménagement, mais il y avait vraiment, par rapport à ma situation personnelle, par rapport à mon bilan personnel, c'était un game changer. Je comprends. J'ai vendu pour cette raison-là. Dans la deuxième entreprise, c'était plus j'avais créé beaucoup de valeur. Nous avions créé beaucoup de valeur, l'équipe, surtout en invitant beaucoup de clients, il y avait beaucoup de ventes, mais on avait de la difficulté à atteindre la profitabilité. Ça passait par des moyens qu'on n'avait pas la même façon de voir la suite des choses. Je comprends. C'était pas un game changer, mais c'était quand même une belle vente. Si j'accumulais la première vente avec celle-là, il y avait l'opportunité de enfin faire les choses à ma façon avec la dernière entreprise qui était Site Hardware, session de quincaillerie. Fait que j'ai choisi de vendre à ce moment-là. Alors, là, ça m'a donné des moyens, puis je l'ai pu appliquer ce que j'avais appris avec les années, puis aussi, des fois, quand t'es pas dans le driver's seat, tu peux demander des choses, tu peux voir des choses, mais moi, je me souviens de m'être fait traiter ou en tout cas, c'est comme si j'étais un peu idéaliste dans la façon de voir l'entreprise. Je voulais travailler avec des systèmes informatiques, puis je voulais avoir un ERP qui était ligne, puis je voulais pas écrire 2 fois le prénom ou les informations d'un client. Je voulais avoir un système où je peux comprendre on ne doublait pas, ouais. diminuer les erreurs humaines potentielles, etc. Et c'est ce que j'ai réalisé avec Kit Hardware, où on a passé les 6 premiers mois à designer la business, à designer les processus, à intégrer dans un ERP en parfaite. Toutes ces étapes-là, avec toutes les communications, tous les documents qu'on aurait besoin.
Donc, de la prospection à la vente, en passant par l'inventaire, la comptabilité, jusqu'à la livraison, la facturation, Ouais. on a tout automatisé ça en 6-7 clics de souris. C'est merveilleux. Donc, Et l'idéaliste avait raison. L'idéaliste en toi avait quand même raison. ouais, avec le même chiffre d'affaires, Ouais. on a une entreprise d'un côté, mon entreprise précédente qui perdait 50 000 par année, à une entreprise qui faisait 400, 450 000 d'EBITDA avec le même chiffre d'affaires. C'est fou, hein? Ouais. Alors, cette entreprise-là, je l'ai adorée. C'était simple. Ça paraissait simple parce qu'on l'avait rendu simple. Ouais, Il y a c'est eu beaucoup du de travail au travail pour début. simplifier. Ce qui a été le plus difficile, ça a été d'aller chercher de la nouvelle clientèle. On est allé chercher quand même beaucoup de nouvelles clientèles en choisissant un vendeur qui était dans l'industrie depuis longtemps, Ouais. qui n'avait pas nécessairement vendu de la quincaillerie, mais qui connaissait les gens de l'industrie. Donc, la confiance était là pour que les gens nous écoutent. Puis, on a monté l'entreprise graduellement comme ça. Puis, qu'est-ce qui a fait vraiment qu'on a vendu? C'était vraiment le risque de fournisseur. Ouais. Et c'était un deuxième niveau de game changer. Là. Je Parce comprends. que là, c'était une possibilité de retraite financière, avoir des choix. C'était sinon, il n'y avait pas le risque de fournisseur, c'est sûr que sur l'entreprise qu'on conservait, on avait une seule personne à l'interne Mhm. qui répondait aux clients, qui était service technique, représentant interne, conseiller technique, qui s'occupait de Ouais. l'approvisionnement, qui jouait 200 games de golf par année, qui avait le système sur son cellulaire. Ça me dérangeait pas, n'importe où il était quand il répondait, il pouvait faire ce qu'il voulait. Il avait une belle qualité de vie. J'avais mon fils qui était partenaire avec moi. Ah, génial. 10 heures de comptabilité par semaine, suivi des paiements, suivi des fournisseurs et tout. Fait que ça roulait Moi, bien. on avait un vendeur sur la route que j'allais comme 1 à 2 journées par semaine aller faire des closings avec lui. C'est une belle entreprise. Hein. Vraiment. Mm. Mais c'est un game changer de la vendre aussi, ultimement. Puis c'est des décisions quand Oui. même qui sont pas nécessairement faciles, mais tu sais, je peux comprendre de dire j'ai travaillé fort, puis hop, ça me donne une nouvelle opportunité de rechanger ma game, qu'on dit, ou tu sais, la Ouais. situation dans laquelle je me trouve. Puis je trouve que des fois, on peut se culpabiliser de ça en tant qu'entrepreneur, tu sais, de vendre des entreprises parce que ben on veut faire de l'argent, finalement, avec. Tu sais, c'est rare qu'on crée une entreprise qui a une mission non sociale. C'est pour faire de l'argent, c'est pour s'enrichir aussi ultimement. Je pense que c'est important de démocratiser et de l'avouer que c'est pour ça aussi. Tu sais, écoute, j'avais une opportunité, puis je l'ai vendue, ça a été payant, puis c'est le fun que ça a été payant. Mhm. Aujourd'hui, ça me permet de faire autre chose, puis d'avoir encore une valeur ajoutée sur le marché, mais dans ce que tu veux, en fait, dans un projet qui tient autant à cœur. Tu sais, moi, pour ça, je trouve ça merveilleux. Puis ça m'amène un peu à la question, tu sais, parce qu'on le voit là, dans les différents transferts d'entreprise ou ventes ou autres, il y a comme deux aspects majeurs. Tu sais, qui t'achète, c'est qui l'acheteur de l'entreprise, dans le fond, puis comment se passe une négociation. Donc, j'ai comme deux questions sous-jacentes pour toi, c'est de dire, ben, comment vous les avez choisis, les acquéreurs ou les acheteurs? Est-ce qu'ils sont venus à vous? Comment ça s'est passé, justement, cette discussion-là, si on veut? Ben, euh, la première fois, on avait des professionnels avec qui on travaillait. Oui, C'était la même chose. Là, on a mis notre entreprise sur le marché, mais de façon oui, confidentielle. Donc, ils ont bâti un teaser qu'on oui. a envoyé à leur réseau. Éventuellement, il y a des entreprises intéressées qui ont signé des avis, des NBA, ententes de oui. confidentialité, Ouais. des NDA, à qui on a donné le FIM qu'on appelle le Confidential Information Ouais. Memorandum, Mhm. qui était vraiment où on disait qui on était, le potentiel de l'entreprise, nos meilleurs clients, en tout cas, le chiffre d'affaires avec nos meilleurs clients, mais on ventilait le, le, le poids de chaque client dans le chiffre d'affaires pour voir c'était Ouais. quoi le risque, etc. Puis, comment on les a trouvés? Premièrement, on les a trouvés comme ça, là, pour répondre à la première question, c'est qu'il y a des gros qui sont venus vers nous, là, des Richelieu de ce monde. Ouais. Il y avait, à un moment donné, nous, on était une entreprise avec père et fils, ok, que mon fils est venu Ouais. chez moi à l'entreprise après que je l'ai fondée. Et les acheteurs, c'était père et fils. Ah, voilà. Il y avait une belle dynamique. Il y C'est ça. avait le même objectif que nous autres. Le père avait l'objectif de permettre à son garçon d'avoir quelque chose à lui.
Moi, c'est quelque chose que j'avais le goût quand j'avais l'entreprise. Mhm. Il y avait le risque du fournisseur, mais il y avait aussi l'attente de passion de mon fils dans l'entreprise de quincaillerie, parce que c'est plus un gars fitness. Et aujourd'hui, il a son entreprise à Fort Lauderdale, dans les suppléments, dans un OK. magasin de suppléments à Fort Lauderdale, dans le coin de La Saulaire. OK, nice. C'est vraiment cool, mais on était des vrais partenaires, puis moi, j'osais pas me vendre pour lui, puis lui, il osait pas me dire qu'il était pas si heureux que ça pour pas me Ouais. lâcher. Quand on a vu ces gens-là arriver, super motivés, et à un moment donné, on file les gens. En vieillissant, là, à un moment donné, on peut développer une capacité Mhm. à saisir quel type de personne avec qui on Ouais. parle, tu sais, puis on avait vraiment la confiance, c'était là, avec les acteurs. Ça a été super émotif pendant le processus quand même, parce qu'il Ouais. reste que c'est une transaction financière, Exact. avec des capacités, avec des limites. On a beau avoir des beaux chiffres d'affaires. On était après la pandémie. On vivait le défi que les conteneurs avaient shrinké, puis là, ben, les Mhm. conteneurs étaient tous rentrés en même temps, fait qu'on avait Ouais, un inventaire très élevé, qui est beaucoup plus difficile à financer. c'est clair. Fait que il y avait des défis, là, mais on a choisi des gens qui prendraient soin de nos clients, Mhm. qui pourraient continuer à porter euh, le fit spirit. On appelait ça Ouais. le fit spirit, donc le fit hardware, c'était il y a des gens qui développent les missions, vision, valeur, mais nous, on avait le fit spirit qui donnait la posture mentale ou la posture au niveau de l'attitude qu'on devait avoir entre nous, Ouais. avec les fournisseurs et avec les clients. Ces gens-là, ils cadraient carrément dans le fit spirit. Euh, C'est intéressant. d'ailleurs, ils voulaient conserver le nom. Puis eux, ils étaient spécialisés dans la vente de quincaillerie pour les Ouais. fabricants de portes et fenêtres, mais de la quincaillerie de portes. Ouais. Et nous, on était spécialisés dans la fabrication avec la quincaillerie de fenêtres pour les fabricants de portes et fenêtres. Ouais. Donc, il y avait Ah, un fit stratégique parfait. Puis, quand ils vendaient pour les portes, c'était plus de la finition, c'était pas pour l'usine, c'était pas dans la production. Puis, fit, on était plus dans l'usine, nos produits, sur les lignes de production. mhm. Fait qu'ils eux, gardaient l'entreprise telle quelle, puis ils développaient tous les produits qui faisaient servir à de la production, des produits finis pour leur autre entreprise. Fait que c'est le fun que ça vit encore, comme Goliathec, où Ouais, on exact. Ils croise vont encore rouler. Ouais, c'est ça. des camions partout, au Minnesota, en Floride, à Boston, Ah, au c'est Québec. génial. Ah, c'est Ouais. clairement dans un esprit de continuité. Hein. Je trouve que c'est intéressant de. Bon, on le sait souvent pour nos entrepreneurs, c'est toujours une fierté de voir ça continuer encore aujourd'hui. Tu sais, de repasser le verre, puis tu sais que ça, c'est encore en train de grandir, c'est encore en train de Mhm. croître, puis poursuivre la mission que tu as démarrée, en fait, que tu as Mhm. gérée pendant plusieurs années. Tu as parlé d'émotivité. Puis, Ah, vas-y, excuse-moi, Denis, vas-y. je voulais aussi que l'entreprise ait du succès. Oui. C'est, c'est, si tu vends avec intégrité, Mhm. tu veux que les acheteurs aient du succès. Ouais. Fait que c'est important pour moi que je note ou que je sois capable de déterminer s'il y avait quand même un bon potentiel de réussite. Tu sais, Mhm. ces gens-là, je pense qu'ils étaient équipés, très, très bien équipés pour avoir du succès. Puis, c'est encore en communication avec eux, mais pas pour l'entreprise, mais de façon Pour autre amicale. chose, Puis, ouais. ça va super bien. Ah, c'est génial. Ouais. C'est souvent dur. Tu sais, oui, on veut que l'entreprise se continue, on parlait de continuité, puis ça grandisse encore. Puis des fois, ben, c'est-à-dire de passer le threshold ou le cap, de dire il faut que ça grandisse sans moi. Tu sais, ça va être quelqu'un d'autre qui va le faire. Mhm. Je pense que toi, tu sembles avoir accepté ça, mais je sais que c'est pas toujours simple de l'accepter. Tu sais, surtout quand on est Mhm. maître à bord, qu'on a les deux mains sur le volant depuis des années. Là. Ça peut être un cheminement, parfois, je pense, de se dire, ben, en fait, pas je pense, je sais que c'est un cheminement de se dire, il faut que ça grandisse sans moi, ou je suis peut-être plus la bonne personne pour la faire grandir, il faut que je passe à une autre chose, puis que je vais me rendre dispensable pour mon entreprise, ce sera pour moi. C'est quand même Mhm. un cheminement, là, de façon générale. Mhm. Exact. Euh, le temps avance. J'ai deux autres questions pour toi, Dani. Tu m'as parlé d'émotivité, je pense, dans la négociation, due diligence, sûrement un petit peu, peut-être le back and forth. Est-ce que tu nous en parlais un peu de comment tu l'as vécu, ça, cette négociation-là? Évidemment, de Mhm. nous dire ce que tu peux dire à travers tout ça, là, mais au Oui. côté, le niveau émotif, tu sais, comment ça se passe, justement, la réalité d'une Ouais. négociation de vente d'entreprise? Ouais.
Mais la première chose à réaliser, c'est que quand on est prêt à vendre, il ne faut pas qu'on soit écœuré parce que Donc, c'est il y a temps. toujours la transaction, même avec des gens très motivés, Ouais. très bien qualifiés, c'est plusieurs mois, c'est pas aller de 9 mois, de 6 à 9 mois facilement, Ouais, puis ça peut se rendre facilement, ouais. plus que ça. Fait que il y a ça. Ensuite, il faut demeurer là pour la transition. Tu sais, Ouais. il faut aider à la transition. Puis des fois, ça peut être un commitment de 6 mois, un an, Mhm. 2 ans, qui peut être obligatoire, dépendant de la complexité de notre entreprise. Puis l'application qu'on avait, je sais pas si vous entendez le bruit, là. Ouais, Non, ça non, pas du devrait. tout. Non, pas partout, C'est c'est parfait. parfait. Puis, l'émotivité, comment ça s'est passé, c'est que on s'entend sur certains termes. À un moment donné, le financement peut être plus difficile. Et là, les offres changent, Ouais. puis il y a une négociation des conditions. Et jusqu'à un certain point, quand tu es vendeur, tu peux être prêt à faire des concessions. Mhm. Mais à un moment donné, ça faisait juste plus de sens pour nous autres. Puis on donnait plus de valeur à conserver l'entreprise une autre année Ouais. que de céder à ces nouvelles conditions-là. Mhm. Les nouvelles conditions, il était moins intéressant, mais pour un problème qui était temporaire. L'inventaire qui Je était trop comprends. plus. Fait en se squeezant, puis on possédait déjà l'entreprise, on n'avait pas de paiement à faire comme l'acheteur aurait eu, ben nous Ouais. autres, c'est plus facile de passer à travers 12 mois puis revendre l'entreprise même 1 million de plus après. Et, et qu'est-ce qui rendait émotif, c'est qu'on était à vendre, on n'était plus à vendre, on était à vendre, on n'était plus à vendre. Puis, Exact. euh, à un moment donné, ben c'est ça, c'est que les autres personnes deviennent émotives aussi, émotives. 100%. Puis, ils peuvent te parler, mais c'est l'émotion qui parle, c'est plus le rationnel. Puis je pense qu'on a été bon des deux côtés de ne pas prendre ça Mhm. personnel. Puis on a fait pas mal en adulte, là, avec beaucoup de Ouais. maturité, puis on se Ouais. parlait après, puis hey, c'est pas toi, mais c'est juste que. C'est ça, c'est juste que c'est comme ça. Ouais, Je comprends. exact. Ce qui est difficile, c'est qu'à un moment donné, tu te vois, je vais le dire comme ça, même si c'était pas mon but, mais tu te vois avec ta Ferrari, là, tu Ouais. sais, ou tu te vois avec tout ton temps libre, Ouais. tu te vois au sommet de la montagne, tu te vois avec tes rendements de placement, puis tu te vois Ouais. plus négocier avec tes fournisseurs Ouais. ou avec tes clients. Ouais. C'est comme tout ce qui est ton quotidien, qui peut être les irritants, qui sont plus Ouais. là, qui restent juste du beau. Puis 3 jours après, c'est non, on garde l'entreprise, puis on continue. Voilà, c'est ça, Fait que, exact, finalement. La montagne russe ouais, a descendu, puis ouais, 3 jours après, elle remontait, là, ouais. clairement. Ce que j'avais dit à mon fils, j'avais dit, regarde, au début, ce qui va être le plus dur, c'est de continuer à travailler comme si on vendait pas. Il faut Exact. rester investi dans l'entreprise comme si on la gardait 10 ans encore. Exact. Ça, J'avais c'est un gros averti. enjeu. Ouais, excuse-moi, Ouais. c'est un gros enjeu, puis c'est une de mes questions, tu sais. T'as beau être en train de vendre l'entreprise, il faut quand même qu'elle reste rentable pendant que tu es en train de la vendre, hein. Fait que c'est ce que tu dis à ton fils, finalement. On l'opère Ouais. pareil. On fait comme si Ouais. on ne la vendait pas, puis on avance. Exact. Ce que moi, j'ai fait, parce que je m'impliquais moins dans les ventes, mais la dernière année, là, le 6 mois avant de vendre, puis pendant tout le temps de transaction, je me suis mis beaucoup plus disponible, puis j'ai closé, je sais pas combien de clients de plus. Ben ouais. Puis le but, c'était de livrer une entreprise qui était plus belle que le SIM. Ouais, Que, je que comprends. je l'ai dit aux vendeurs, aux acheteurs, j'ai dit, je veux vous livrer une entreprise plus belle que le SIM, parce que je trouvais que mon SIM, Mhm. le SIM, les prévisions, c'est qu'on déclare, pas pour ceux qui Ouais, connaissent pas ça, mais ils sont moins familiers, mais eux, ils croyaient pas trop à mes chiffres, ils trouvaient que c'était optimiste et tout ça. Puis moi, je savais qu'on livrait une entreprise encore mieux que ça. ouais. Puis je leur ai dit, puis j'ai travaillé pour ça, puis c'était ma, c'était beaucoup parce que je savais que ça sécuriserait notre transaction. Ben oui. Oui, je voulais que les acheteurs réussissent, mais je voulais surtout sécuriser les conditions minimales qu'on s'était entendues. Ouais. Puis je me suis dit, plus
on va vendre une entreprise, que le potentiel est actualisé, il est réalisé, qu'on a des ventes, que les chiffres sont meilleurs que ce qu'on a prévu, parce que quand tu fais ton film, tu te dis, bon, ben, l'année qui s'en vient, c'est ça qu'on va faire comme chiffre, mais Ouais. year to date, on était en avance, fait que pas le temps, fait que c'est comme ça qu'on a approché la transaction, puis notre niveau d'énergie ou d'implication dans l'entreprise pendant la transaction. Ouais, c'est une bonne idée. C'est une très, très bonne idée parce que ça évite justement le down de dire il faut qu'on concentre 5-6 heures de plus par semaine sur le transfert, sur les discussions. Parce que c'est beaucoup d'énergie, ce 5-6 heures-là, quand même, parce que ça nous sort de notre quotidien. On ne fait pas ça toutes les semaines, ben, à part pendant le projet, de négocier et d'essayer de vendre. Fait que, c'est normal que ce soit drainant. Fait que je trouve que c'est une bonne idée de dire focalisons là-dessus, là, puis ils ont ça, puis on va leur livrer encore une meilleure entreprise quand ils vont la prendre, puis on va gérer notre risque à nous autres aussi à travers ça. S'il y a balance de vente ou autre. Dani, le temps a super avancé très, très rapidement. Je trouve ça vraiment intéressant, puis merci beaucoup. Je trouve ça super généreux comme témoignage, puis ce que tu lis comme émotion aussi à travers ça. Mais ma dernière question que j'ai pour toi, si tu avais le plus grand apprentissage ou un apprentissage principal que tu aimerais mentionner aux gens qui vont écouter, qui vont lire l'article, ce serait quoi? Ton plus grand apprentissage? Ouais. On a passé beaucoup de temps à structurer l'entreprise quand on a débuté. Mm-hmm. On a été rigoureux sur notre comptabilité, la fiscalité, sur nos rapports de vente, sur dans le fond, le conseil que je peux donner ou que je me suis aperçu que ça donnait beaucoup, beaucoup de valeur à l'entreprise, c'est que quand on vend une entreprise à un externe, il y a un due diligence qui est pas commode. Eux, ils veulent savoir si ce qu'on dit, c'est vrai. Ouais. La seule façon de le prouver, c'est d'être déjà organisé. Parce que quand tu te fais demander c'est quoi tes 10 meilleurs clients, il y a 3 ans, il y a 2 ans, il y a 1 an, il faut sortir les rapports. Quand tu te fais demander si tes taxes sont à jour, et nous, chaque mois, on avait un rapport, il y a le rapport qui est fait au gouvernement, mais on avait un petit rapport interne. C'était facile de prouver, ou en tout cas de fournir l'information demandée. Fait au niveau fiscal, au niveau comptable, au niveau financier, on a sorti vraiment 5 étoiles partout. Fait que moi, mon apprentissage ou le conseil que j'aimerais, c'est pas tu fais là dans le placard. On peut faire des sous en étant clean, en travaillant fort, en essayer de rentrer toutes sortes de dépenses, qu'après ça, il faut que tu les fasses pour sauver 19% sur un repas de 100$, tu sauves 19$ d'impôts corporatifs. C'est vraiment la préparation, je dirais. C'est pas le temps de cleaner les états financiers, les rapports de vente, les systèmes. Au moment où on veut vendre, il faut commencer tout de suite dans nos habitudes. Juste pour vous dire que ça a été le système qu'on a mis en place. L'entreprise qui nous a acheté, c'est une entreprise de distribution 30 ans en affaires, qui ont beaucoup de succès. Ils ont pris notre plateforme, ils l'ont intégrée dans leur plateforme, à la place de leur plateforme, parce que c'était efficace, c'était bien fait, c'était puissant par rapport à ce qu'il y avait eu comme système. Donc, c'est ça, c'est simplement ça, se préparer. Moi, je pense que le fait qu'on s'est préparé, qu'on était bien structuré, qu'on avait des bons systèmes en place, la technologie, c'est super aidant. C'est sûr. C'est un peu de travail. C'est du travail au début, mais c'est pas si pire que ça. Quand c'est en place, ça permet, de faire plus de bénéfices avec le même chiffre d'affaires comme je l'ai expliqué au début. Ça permet, quand on vend, d'avoir la puissance des données pour être capable de rassurer les acheteurs. Oui, puis ça met une structure, je veux pas. Si tu as de la structure dans tes data, dans ta comptabilité, puis tu n'as pas ce qu'il y a dans le placard, ben clairement que c'est 3 piliers sur la valorisation, puis ça permet ça donne confiance aussi à la vente. Quand tu sais que c'est structuré, ça donne confiance quand tu discutes avec les acheteurs potentiels ou tout ça. Tu n'es pas gêné en bon français de présenter ton entreprise. Les acheteurs nous ont dit qu'il aurait été jamais
c'était les avocats qui demandaient, Ouais. les comptables, les Ouais. professionnels qui nous demandaient de l'information. Ils nous ont dit, nous autres, on n'aurait jamais été capables de finir ça. Ah ouais. C'était trop. C'était trop clean. C'était trop. Non, mais je sais pas, il demandait des affaires. Ça demandait des recherches Exhaustive. croisées qu'on Ouais. appelle, là, Ah ouais. faire des recherches croisées avec le système. Je Ouais. pense que le terme est plus long que ça, là, mais je m'en souviens pas. Là. C'est comme... C'était bien poussé, bien fait. C'est excellent. Ouais. Génial. Hey, merci beaucoup, Danny. Ça conclut mes questions. Je te remercie. C'était super généreux. Puis évidemment, tu sais, on va mettre l'article en ligne avec la vidéo dans les prochaines semaines, comme on le disait. Les gens pourront te rejoindre, évidemment. Danny, on va mettre toutes les informations à travers ça. Je sais que tu vas te rendre disponible, mais gang, n'hésitez surtout pas à écrire à Danny. On va mettre l'adresse, le chat, en fait, sous l'article, sous la vidéo aussi, va te joindre directement à ton courriel. Fait qu'encore une fois, merci. Merci beaucoup. Puis c'est super apprécié. Merci, M. Latin. Merci, ça a été un plaisir. Merci.